Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en ce beau mois de juin où nous allons aujourd'hui vous parler de la Grande-Bretagne. Mais avant d'ouvrir le sujet intéressant de la Grande-Bretagne, nous allons vous parler de son économie et de son avenir et de sa structure. J'aimerais faire 2 annonces de service. Alors la première qui est assez importante, c'est que Charles ne propose aucun produit financier. Ainsi, un compte Twitter qui a repris notre visuel Agi sur X, donc, passe dans les DM et vous propose des cryptos. Ça n'est pas nous, il faut absolument le signaler. Et bien que X ne fasse rien, je tenais en tout cas à nous dégager de cette responsabilité et à vous pousser vers le plus de prudence possible quand les gens vous sollicitent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, c'est que nous ne faisons pas de publicité sur Instagram, nous ne faisons pas de publicité sur Facebook. Toutes les publicités qui utilisent le visuel de Charles sont des faux. Ce sont des gens qui, pareil, vont passer dans vos DM et vont vous proposer des produits annexes. Il faut absolument le signaler à chaque fois et surtout ne pas interagir avec ces personnes. Alors ça, c'était le premier point. Le second point, c'est que nous aimerions mettre en exergue une citation de notre ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a expliqué sur LCI au sujet de la France qu'on n'est pas un pays libéral, on est dans un pays d'État, que le nombre de fonctionnaires n'est pas un sujet en France, qu'il n'y a aucune agence de l'État inutile et que ce ne sont pas les prélèvements qui posent un problème, mais au contraire la réticence à l'impôt. Donc à partir de là, les personnes dans l'assistance qui sont capables de m'expliquer qu'avec des citations comme cela, nous serions dans un pays libéral, ça me fait quand même doucement rigoler. Je pense que nous tenons là aussi la structure véritablement implicite de tout ce qui va mal dans ce pays. Oui. On est dans un pays d'État. Le nombre de fonctionnaires ne serait pas un sujet, ce qui est paradoxal parce que hier, justement, je l'ai revu dans une autre interview et il disait il va falloir décroître le nombre de fonctionnaires. Et Amélie de Montchalin, ce matin, qui est ministre de je sais pas quoi pareil, expliquait qu'il allait falloir s'en remettre aux institutions internationales. C'est-à-dire perdre toute souveraineté. De toute façon, il est bien évident, et je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être leur grande idée, que nous pousser vers plus de dettes est une façon de nous asservir. Oui, tout à fait. La dette, c'est toujours comme ça qu'on a servi les peuples. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est que soit l'Allemagne, la Cour suprême d'Allemagne se couche et on mutualise la dette. Mais ça va... Il va y avoir du mou dans les voiles avant, on est d'accord. Mais ou alors on va de toute façon connaître, nous, en France, un déclassement. On va se retrouver avec les décisions qui seront enlevées aux puissants génies comme M. Lombard, là, et pour être prises par des gens que personne n'a élus. Qui seront du même acabit, c'est-à-dire des hommes au physique de serfin, multipliables à des petits hommes gris, qui prendront les mêmes genres de décisions. Non, ce qu'ils feront, c'est qu'ils augmenteront les impôts, ils augmenteront le temps de travail, et puis les syndicats, ils iront se faire cuire neuf, quoi. Mais c'est pas les syndicats qui sont le problème en France, loin de là. Le problème, c'est l'incapacité d'un gouvernement de fonctionnaires à prendre des décisions qui ont une vue à long terme, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gars qui pensent... Et c'est curieux parce que comme ils ont la pérennité de l'emploi, on pourrait penser qu'ils pensent à long terme, mais non, ils pensent toujours je peux rien faire parce que c'est-à-dire que le but du fonctionnaire, c'est quand même de ne rien faire et de ne rien laisser faire. Alors là, j'ai vu que par exemple, Madame Anne Hidalgo s'en va, oui. Oui, donc s'en va à la fin de son mandat et donc elle va aller dans un de ces organismes publics qu'elle a créé. d'aide aux réfugiés pour l'humanité, je sais pas quoi, et son salaire sera de 300 000 euros. Exactement, 300 000 euros par an. Oui, c'est bien. Voilà. Elle les mérite, non? Avec les dégâts qu'elle a fait. Je pense bien. Ah, t'as trouvé tout de suite, dis donc. Oui, parce que si tu veux, 300 000 euros, c'est le niveau le plus élevé qu'un fonctionnaire peut toucher. Tu vois, pour lui, c'est quasiment le paradis, 300 000 euros, quoi. Plus avantage... Plus avantage voiture, etc. Donc ça lui fait un fixe qui est quand même pas mal. Un fixe, oui, elle va sans doute avoir un logement de fonction aussi. Des représentations internationales pour aller
aux congrès internationaux qui ne sont jamais à Maubeuge, mais toujours à Tahiti, où elle a déjà été d'ailleurs, qui nous avait coûté très cher. Donc ça me paraît normal. Sachant qu'elle a une fille là-bas. Ouais. Donc il y aura beaucoup de congrès internationaux à Tahiti. À Tahiti, oui. Voilà. Enfin, tout ça est parfait. Attachons-nous maintenant au sujet du jour, qui est la Grande-Bretagne, parce que on en a entendu un petit peu parler cette semaine à cause des questions autour de monsieur, enfin il y a 2-3 semaines, Keir Starmer, qui a défrayé un petit peu la chronique mondaine parce qu'il s'est retrouvé en mauvaise passe avec un gigolo qui a brûlé plus ou moins sa maison. Et sa voiture. Et sa voiture, donc entre autres. Voilà, ça faisait un petit peu mauvais genre. Et au-delà de ça, la Grande-Bretagne en ce moment connaît des troubles sociaux comme nous en avons un petit peu aussi, et des problèmes aussi de déficit budgétaire. Voilà. Alors surtout la Grande-Bretagne, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on va en parler dans la deuxième partie, c'est qu'ils ont une structure politique qui est assez spéciale et que c'est très difficile de créer un nouveau parti. Donc c'est arrivé 2 ou 3 fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Par exemple, ce qu'on appelait les libéraux ont été remplacés au début du XXe siècle par les socialistes, enfin le Labour Party. Mais ça arrive une fois tous les 100 ans, tu vois. Et là, il semble bien qu'à sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle Farage, que la plupart d'entre vous connaissent, qui était au Parlement européen, qui a été responsable en grande partie de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, Farage est en train de dynamiter maintenant avec un nouveau parti qui s'appelle Réforme cette structure, et à mon avis, il n'est pas exclu qu'il détruise le Parti conservateur et une partie du Parti Labour. Donc, il est en train de se passer quelque chose qui se passe assez rarement, une fois tous les 100 ans, encore une fois. Il y a peut-être un changement, et pour parler selon mon vocabulaire, j'ai toujours dit qu'il y avait les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Les hommes des arbres, c'est les types qui sont sous leur arbre, qui fument leur pipe et qui sont contents, quoi. C'est Brassens. Et puis les hommes des bateaux, c'est ceux qui vont voir plus loin. Et la Grande-Bretagne, il y a eu beaucoup d'hommes des bateaux, historiquement. Mais ces hommes des bateaux, c'était toujours des hommes qui restaient profondément anglais. Or là, il se passe un phénomène, c'est qu'on voit très bien en France aussi, c'est qu'il y a une pression internationale très forte pour une espèce d'union de tous les hommes des bateaux mondiaux qui prennent le pouvoir partout, et que les hommes des arbres, ça les broute, quoi. Donc, et là, c'est une révolte des hommes des arbres pour rester là, ce qu'était toujours la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un pays ouvert sur le monde, sinon ça a été le plus ouvert de tous les temps, mais qui reste anglais, qui ne soit plus... Or, il se passait, je vais le raconter, il se passait toute une série de choses qui faisaient que M. Starmer était en train d'essayer de faire rentrer, ce que je vais raconter, mais un peu plus tard, mais de faire rentrer doucement la Grande-Bretagne dans l'Europe à nouveau, tu vois, c'est-à-dire nous faire un Sarkozy, quoi. Donc on va faire ça en 2 parties. La première partie, l'état des lieux, comme si on devait acheter un appartement, quoi. Et deuxième partie, ce qui se passe vraiment dans le domaine politique, qui est curieux, parce que les institutions anglaises, qui ont très très bien fonctionné pendant des siècles, sont en train de se révéler telles qu'elles sont aujourd'hui, comme incapables de traiter les problèmes d'aujourd'hui. Ils ont traité des guerres, ils ont traité un empire, etc., mais là, ils n'y arrivent plus. Donc il va falloir qu'il y ait un changement des institutions britanniques. Bon, alors, on commence par la partie économique. Premier graphique qui va apparaître sur votre écran, c'est le déficit budgétaire en pourcentage du PIB. Bon, ça ressemble tout à fait au déficit français. Ouais, boum. Donc, c'est en pourcentage, on est à 5,43% du déficit. Nous, on doit être à 7, je pense. Donc, on est à 6. Allez, c'est pareil. On est à 6. On est à peu près à 6. On est à peu près à 6. Donc, on fait rentrer aussi beaucoup de créations d'emplois publics qui manipulent à hauteur PIB à la hausse. À la hausse. Voilà, c'est ce que... Donc, déficit budgétaire, ils ont un problème. C'est évident. Et vous voyez, quand on a été sous la ligne de zéro dans les années 80, là, 78-80, là, vous voyez, ça paraît pas énorme, hein, mais c'est là qu'il y a eu le FMI à Londres. Oui. Et c'est en 77, là, vous voyez. Donc c'est pour vous dire qu'à l'époque, les marchés étaient beaucoup moins manipulés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que il y avait déjà les mouvements, les transactions étaient... il y en avait moins, elles étaient plus violentes, et puis ça permettait de... Donc là, on se rend bien compte que depuis l'arrivée de l'euro, etc., 2000, les banques centrales et les États se sont laissés aller
à une folie de déficit, comme on en a rarement eu dans l'histoire, quoi. Mais tout pays européen presque confondu, c'est-à-dire que tout pas le monde... la Suède. Oui, moins l'Allemagne. L'Allemagne était... La Suède est un pays qui a conservé quand même une autonomie, qui n'est pas complètement dans... Ils n'ont pas l'euro. Ils n'ont pas l'euro. Mais le Danemark a été bien géré. Pardon, il y a eu une série de pays qui ont été à peu près... Ils ont bénéficié aussi, la Suède, et puisque tu en parles, et le Danemark, de la vague d'immigration, sur laquelle ils sont en train de revenir violemment à toute allure. Parce que mais ça aussi, c'est les problèmes en Grande-Bretagne. C'est l'avantage d'un pays comme le Danemark, c'est que comme ils ont une société beaucoup plus... homogène. Plus homogène. Elle est très homogène, la société. Enfin, tous les pays nordiques sont assez homogènes, c'est-à-dire ils ont une grosse classe moyenne, oui. Un peu comme le Canada. Et ils n'ont pas cette énorme disparité qu'on peut avoir entre nous de classe sociale. Et ils sont tous danois. Donc, on se rend bien compte, c'est à peu près ce qui s'est passé aux États-Unis et tout, c'est que d'un seul coup, au début des années 2000, il y a un certain nombre de pays, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et tout, qui sont allés à dépenser du pognon comme si on venait de le trouver, quoi, tu vois. Et c'est maintenant, au bout d'une dizaine d'années, comme toujours, que la facture arrive, quoi. C'est toujours pareil. Donc, la Grande-Bretagne a un déficit budgétaire et, pour ne rien perdre, pour ressembler de plus en plus à la France, ce qui n'est pas une bonne idée. On avait fait des graphiques comparatifs l'an dernier, que j'ai quelque part, de la France et l'Angleterre, et on est sur un kiff-kiff. Kiff-kiff. Là, par contre, vous mettez les comptes courants britanniques. Les comptes courants, c'est ce qu'on appelait autrefois la balance commerciale. Hein. Combien vous vendez à l'étranger. Vous voyez qu'on est aussi massivement en déficit, 75 milliards de sterling, ce qui est énorme, ce qui est à peu près comme là qu'en France, encore une fois. Donc, le double déficit britannique, c'est-à-dire vous additionnez le déficit extérieur et le déficit intérieur, ça se rapproche de 10%, un peu comme la France, un peu comme les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils vendent à l'extérieur, les Britanniques ? Alors, ils ont énormément de services. Par exemple, il ne faut pas oublier que la City est c'est le deuxième marché financier. Oui. Donc, ils vendent des services, ils vendent énormément d'assurances, ils vendent énormément d'éducation, ils ont Mais ils vendent encore des produits, je sais pas, de l'acier. Alors, on va y venir, mais ils vendent... non, d'acier, ils n'en font plus. C'était fini, ça. Donc, ils vendent beaucoup de services et ils vendent beaucoup de services industriels. Et ça, c'est assez curieux. Je le sais parce que j'ai eu des affaires à eux. Imagine que tu découvres un nouveau processus industriel et que tu veuilles faire des usines qui n'existent pas parce que c'est nouveau, quoi. Eh ben, dans quel pays tu vas aller pour qu'on te dise quel est le processus industriel, comment tu dois monter tes usines, où elles doivent être, etc. C'est la Grande-Bretagne. Donc, par exemple, tu en as 2 à Cambridge. Le premier fait 2000 personnes, où il n'y a que des agrégés, des trucs très, très forts. L'autre, c'est 800. Et tu vas aller voir, tu veux faire une usine de papier au Kamtchatka, je sais pas pourquoi. À ce moment-là, ils te diront comment le faire, où le faire, etc. Ils le font plus eux-mêmes. Mm-hmm. Mais par exemple, si tu veux dessiner un moteur de Formule 1, tu vas pas en Allemagne, tu vas en Angleterre. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire, si tu as besoin de beaucoup de créativité et de beaucoup de compétences, tu vas en Angleterre même pour les processus industriels. C'est un peu ce que fait ma fille à Oxford pour les médicaments. Pour les médicaments, c'est pareil. C'est ça. C'est-à-dire, donc, comme ils ont d'excellentes universités, ils ont les retombées des universités qui est... donc, ça, ils savent le faire. Alors, ça, c'est bien. Mais enfin, ils ont quand même aujourd'hui un double déficit qui est très important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez des doubles déficits, si vous êtes mal géré, d'habitude... les taux d'intérêt montent. Oui. Et alors là, vous avez donc la rentabilité en termes réels, c'est-à-dire que j'enlève l'inflation, les Britanniques, d'un portefeuille obligataire où tu réinvestirais sans arrêt, tu toucherais jamais les intérêts, tu ferais que les réinvestir, etc. Tu payes pas d'impôts, tu vois, c'est une obligation qui serait à 10 ans. Tu vois que de 1990 à peu près 2020, bon, tu passes de, mettons, 30 ou 40, là, à un peu plus de 200, tu multiplies par 4, la valeur, c'est bien. Et puis là, tu vois que là, il est en train de se passer, on a sauté de la falaise, là, tu vois, c'est la gamelle, et la ligne rouge, c'est simplement la moyenne à 2 ans. Donc tu vois que tu es passé, si tu avais un portefeuille obligataire, ton pouvoir d'achat, qui était 200, mettons, aux alentours de 2020,
il est plus que 231. Alors pourquoi c'est important? Parce que ces marchés obligataires-là, c'est ce qui va garantir un petit peu aussi toute une partie des caisses de retraite, des paiements des caisses de retraite, des paiements des assurances, de la réassurance qui est énorme en Angleterre, etc. Donc tu te rends compte que il y a des gens qui ont garanti quelque chose quand ils avaient 200 et maintenant qu'ils se retrouvent, ils ont plus que 125. Donc ça doit pincer. Et alors je me sers de ce graphique pour une fois de plus montrer ce qui me paraît très très important, c'est que quand les taux d'intérêt montent, les obligations baissent. Donc voilà la ligne bleue qui baisse comme ça veut dire que vous perdez de l'argent, vos obligations baissent. Et j'ai fait le même graphique, mais cette fois-ci avec les taux d'intérêt en bas et le portefeuille en haut. Alors attends, prends le temps de bien expliquer aux gens parce que tout le monde ne sait pas bien lire un graphique. Alors, voilà, vous commencez par le bas. Vous voyez, les taux d'intérêt en 1990 sont à 12,5%. Oui, c'était l'époque où on avait la ligne noire, la ligne noire. On est à 12,5%. On passe de 12,5%. Normalement, on passe de 12,5% à 6. À 6, voilà. Donc, les taux d'intérêt sont diminués par moitié. Le marché obligataire monte comme une fusée, tu vois. Oui. Tu vois. Et puis, les taux d'intérêt repassent de 6 à 8, et le marché obligataire se pète la figure en haut. Oui. Tu vois. Et regarde la hausse des taux d'intérêt qu'on vient d'avoir. On est passé de 0. Attends, 0 là, en 2020. À 4,64, et on est passé là-haut de 200 à 131. Donc, si tu veux, c'est exactement la même chose. Si je renversais la courbe noire se mettrait sur la courbe. Oui, si tu le regardes comme ça fait un sapin de Noël. Oui, ça fait exactement. Ça fait un sapin de Noël, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, il faut bien qu'on comprenne que si la ligne noire monte, les taux d'intérêt montent, la ligne bleue baisse. C'est mathématique, ça peut pas être autrement, quoi. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à 4,64, la France est à peu près, dans des circonstances économiques à peu près similaires, on est à peu près à 3,20. Donc, nous, nos taux d'intérêt? Oui. Donc, sur le 10 ans? Sur le 10 ans. Mais ça veut dire qu'à 4,64, les taux d'intérêt sont probablement au-dessus du taux de croissance nominale de la Grande-Bretagne. Ah bah oui. Donc, ils sont dans une horrible trapadette. Donc, ça arrive au meilleur. Ça veut dire que ça sent le roussi, quoi. C'est jamais une position agréable, c'est certain. L'Italie a été ces dernières années dans une trapadette dont elle a réussi à se sortir par le haut grâce à Madame Meloni. Mais grâce à Madame Meloni, en coupant des tas de dépenses, en déréglementant, en faisant tout ce qu'il fallait. Alors maintenant la question que tu as posée, c'est qu'est-ce qu'ils exportent? Bon, ils exportent des services et tout, mais les Français en général ricanent bêtement quand on parle de l'Angleterre en disant ils font plus rien. Ils n'ont plus d'industrie. Mais il faut dire qu'on a, outre la classe politique la plus bête du monde, une classe politique qui, de droite comme de gauche, s'imagine toujours que il faut faire des roues de voitures et de la carrosserie tout en interdisant les voitures. Parce que en interdisant les voitures à Paris, oui. Les voitures à Paris, non mais, ou les zones de faible émission, ou s'emballer à Marseille. Les gens n'ont pas le droit de rouler, mais il s'agirait quand même de faire des pneus, quoi. Voilà, c'est ça. Pour les exporter, va savoir. Voilà, mais... pour les exporter à des gens qui ne sont pas civilisés. Pour les exporter à des gens qui, eux-mêmes, font des pneus moins chers. Oui. Donc, parce que les nôtres, difficile. Avec le coût... Ça devient difficile quand même à résoudre comme équation. Mais on n'est pas à l'abri de ça. Et le Français a toujours cette idée que, quelque part, pour travailler dur, il faut porter quelque chose de lourd avec un casque en transpirant très fort. Sinon, il n'y a pas eu de valeur ajoutée. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée, c'est tout à fait ça. Sauf si, bien entendu, il travaille dans la fonction publique. À ce moment-là, il est convaincu qu'il a une forte valeur ajoutée. Alors, 300 000 euros par an. À 300 000 euros par an. Alors là, la ligne bleue, c'est la production industrielle française. Donc on monte loin, 94, ça fait quand même 30 ans, quoi. Et la ligne rouge, c'est la production industrielle anglaise. Donc la bleue, c'est la française? Oui. D'accord. Donc, bon, ils sont pas terribles, ils sont au même niveau qu'ils étaient en 2002, mais nous, on est beaucoup plus bas. Bah oui, on est nuls. Oui, mais c'est-à-dire quand les Français me disent l'Angleterre, ils font plus rien. Ouais, haha. Je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ils en font un peu plus que nous. Quoi. Tu vois, bah oui, ils sont à 101, on est à 90, donc les gars... Bah oui, il n'y a pas de quoi crâner. Il n'y a pas de quoi crâner, et... Comme on disait quand on était petit, crâne pas tes chauves. Voilà. Voilà. Alors... Bah on est chauve. Donc, les entreprises... Il y a encore des entreprises industrielles en Grande-Bretagne. Bon... Je sais pas trop où elles sont. On ne sait pas ce qu'ils font. Des toutes petites pommes. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils en font plus que nous. Quoi. Voilà. Déjà, nous, c'est pas terrible.
Alors, autre chose, est-ce que les entreprises en Angleterre gagnent de l'argent? Ouais. C'est une question intéressante. Hein. Alors, je vous montre ce que j'appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises. Dieu sait que je vous en ai parlé, ça. C'est dans le fond ce qui reste une fois que vous avez tout payé, quoi. Grosso modo, en cash flow. Hein. C'est la marge. Bon. Alors, vous voyez que la marge brute des entreprises françaises, c'est la ligne bleue, qui descend de façon structurelle depuis 1990. On était à 24% du PIB. Maintenant, on est à 21%. Bon. Et la Grande-Bretagne, pendant les années Thatcher, elle était bien remontée, la ligne rouge. Elle était très bien remontée, tu vois, on était passé de 19 où ils se pétaient la gueule comme des fous. On était remonté jusqu'à 25-26, puis ensuite, ils ont eu l'arrivée des social... Ils ont eu monsieur... Comment il s'appelait déjà? Le successeur de Madame Thatcher, puis ensuite, ils ont eu monsieur Blair. Bref... ça recommence à baisser aussi en Angleterre, et on est en dessous de la marge brute des entreprises françaises. Donc, la Grande-Bretagne, qui avait connu un très beau redressement structurel, se retrouve aujourd'hui à peu près aussi mal que nous. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que ça aille pas bien en Angleterre, puisque les entreprises gagnent de moins en moins d'argent. Quoi. Ouais. Bon, elles continuent à faire des trucs, mais mettons qu'elles gagnent moins d'argent sur ce qu'elles font, voilà. Bah, peut-être qu'elles ont été victimes aussi du hausse du coût de l'énergie. Ensuite, des imbécilités européennes, puisqu'ils continuent à suivre toutes les réglementations, oui. Comme s'ils n'étaient pas sortis. Comme s'ils n'étaient pas sortis, alors ça les aide pas. Ça sert à rien. Et puis alors, un coût du travail qui est aussi élevé. On pose la question. Bon alors, maintenant, l'Angleterre a 2 marchés d'exportation. Le premier, c'est l'Europe. C'est leur marché numéro 1, puis le deuxième, c'est le reste du monde, quoi. Bien sûr. Donc, là, j'ai fait un petit graphique assez simple. C'est les importations en provenance de la zone euro qui continuent à monter comme si de rien n'était, tu vois. Alors que l'idée, quand même, avec le Brexit, ça aurait été d'être un peu plus autosuffisant et d'un peu moins dépendre de la zone euro. Mais ce qui est étonnant, c'est comme l'Angleterre, pareil, comment dire, l'Angleterre, elle est plutôt plus riche que les autres pays européens. Ben, si les autres pays européens s'arrêtent de croître, ce qui se passe, c'est que du coup, eux, ils continuent à importer, mais ils exportent plus. Oui. Tu vois, donc le fait que l'Europe, par exemple la France, qui est un énorme marché pour l'Angleterre, se pète la gueule, fait que les exportations anglaises pètent la gueule. Oui, parce qu'ils dépendent de nous. On continue à leur vendre du Bordeaux, hein, c'est pas... Oui. Donc on voit bien que le gros problème de la balance commerciale britannique, les comptes courants que je t'ai montré tout à l'heure, c'est l'écart entre les importations et les exportations européennes. Parce que si je regarde les importations et les exportations du reste du monde, c'est un peu kiff-kiff. Tu vois, les exportations vers le reste du monde ont beaucoup plus monté que les importations en provenance du reste du monde. Ils ont presque fermé l'écart aujourd'hui. Donc ils sont presque à l'équilibre avec le reste du monde, alors qu'ils restent avec un déficit énorme avec l'Europe. Donc c'est un truc bizarre, mais tu vois bien que la sortie de l'Angleterre le Brexit leur a permis d'avoir cette courbe grise qui monte de plus en plus, quoi. Et alors où ça se voit, c'est dans le graphique suivant. Toi, t'es un financier habile ou une financière, je sais pas comment on dit. Financière, ça fait un peu pâtisserie, je sais pas pourquoi. Moi, je ne féminise aucun prénom. Je dis avocat, je dis docteur, je dis écrivain. Pour une femme, je dis pas écrivaine. C'est une fonction, donc je ne vois pas pourquoi on doit féminiser une fonction qui, pour moi, est un outil. Est un neutre. C'est un genre neutre. C'est une fonction, donc voilà. Ouais, donc là, tu vois, tu te dis, bon, je suis en 2015, là, c'est le moment où ils vont sortir de la zone euro. Alors, la ligne bleue, c'est les cours de bourse d'un indice des sociétés anglaises qui exportent qui sont mondialistes, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 50% de leurs ventes qui sont en dehors de l'Europe et en dehors de l'Angleterre. Donc tu vois, elles ont doublé en 10 ans, c'est-à-dire qu'elles ont fait à peu près 7% par an, ce qui est convenable, nominal. Puis ensuite, tu as les valeurs qui font plus de 50% de leurs ventes en Europe. Celles-là, elles ont un peu merdoyé, mais enfin, elles n'ont pas. Mais les valeurs domestiques anglaises, celles qui vendent qu'en Angleterre, elles ont baissé depuis 10 ans.
dividendes réinvestis. Donc, ça veut dire que l'appareil économique anglais, comme la rentabilité du capital est très bonne pour ceux qui vendent dans le monde, ben, ils doivent investir de plus en plus dans celle-là et de moins en moins dans celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu t'intéresses à la bourse britannique, ben, il faut chercher les valeurs qui dans le fond, vendent partout, sauf en Europe et sauf en Angleterre. C'est un peu ce que j'avais fait quand on a fait le portefeuille de l'idéal, tu te souviens? Où j'avais été chercher les valeurs qui n'avaient rien à voir avec la France, quoi. C'est un truc qu'on trouve partout. En Europe, ce qui marche le mieux, c'est les valeurs qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Tu vois, c'est quand même déjà ça, c'est une condamnation de Bruxelles, quoi. C'est complètement idiot. Donc, l'Angleterre, résumons-nous, très endettée, dans une situation économique assez critique. Il faut prendre des mesures difficiles pour empêcher la trappe à dette de vraiment commencer à monter, mais l'appareil industriel et financier, etc., commence à s'adapter au fait tu vois, ça commence à faire mieux, et donc tout espoir n'est pas perdu, quoi. Donc voilà, c'est la situation anglaise, il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi se féliciter, mais il n'y a pas de quoi non plus pas dire se pendre au cours. Se pendre au cours, parce que, comme disait mon cher père, hein, ce qui est embêtant avec les Anglais, c'est qu'ils perdent toutes les batailles et qu'ils gagnent toutes les guerres. Donc, ils sont terribles pour ça. Ils sont bien connus pour ça. Donc, l'Angleterre, la situation, comme disait Churchill, est désespérée, mais pas sérieuse. Quoi, tu vois, il suffit de prendre des bonnes mesures et ça marchera très bien. Donc ça conclut la première partie, dans laquelle j'essaie d'expliquer la situation économique anglaise. Allez, si j'ose dire, j'ai fait du toiti, là, tu vois, j'ai fait du... Oui, tout à fait. Exposition des faits. Exposition des faits. Il n'y a pas besoin de tortiller, on voit, bon, point. Pom, c'est fait comme ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe un phénomène curieux. C'est que l'Angleterre a quelque chose que j'adore, elle a une constitution non écrite. Je trouve ça au poil comme idée. Donc, on respecte ce qui a été fait dans le passé et tout, mais rien ne t'interdit de faire quelque chose si c'est pas interdit, tu vois ce que je te veux dire, c'est bon. Donc, c'est une constitution non écrite. Et dans cette constitution non écrite, la souveraineté anglaise, qui est définie, c'est quand le souverain, le roi, est dans le Parlement avec son Parlement. Tu vois, c'est le moment où ils sont tous les deux ensemble que les décisions sont prises. C'est le caractéristique de la souveraineté anglaise. Et dans son Parlement, le Parlement est élu selon un scrutin qu'on appelle le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Alors ça paraît horrible, mais ça veut dire simplement qu'on se présente en Angleterre, il n'y a qu'un tour, et que s'il y a 3 candidats, il y en a un qui fait 34 et les 2 autres ils font 33, celui qui est à 34 passe. Il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de saloperie comme on a fait en France. C'est le plus grand. C'est celui qui a le plus. Boum. Voilà. Donc, ça veut dire que automatiquement, ça t'amène un système à 2 partis. Parce que si tu as par exemple 2 partis de droite et un parti de gauche, bah, la gauche restera au pouvoir jusqu'à la fin des temps. Oui, donc tu es un peu obligé de faire un parti où tu t'accordes avant de te présenter en disant les gars, on va pas y aller à 3 parce que sinon c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Sauf si quelqu'un est vraiment sauf si David Beckham se présente dans son quelque part et là tu pourras dire que enfin, tu vois, sauf si c'est une star internationale qui se présente et les gens... À ce moment-là, ils vont voter pour lui, mais il n'y en a pas. Je crois 500, j'ai plus de 500 députés, bref. Alors, c'est le système. Parce qu'il faut savoir, en Angleterre, il y a 2 stars, David Beckham et Robin Williams. Robbie Williams, où qu'il aille, c'est un chanteur à minette. Robbie Williams, c'est une star en Angleterre, où qu'il aille, il y a du monde. Donc, l'un ou l'autre, à mon avis, se présenterait. Et il pourrait gagner. Voilà. Mais il se présenterait il y a des gars qui sont élus comme ça. Mais la plupart ne le sont pas. Alors, maintenant, vous avez un homme qui apparaît il y a une 20aine d'années à peu près, qui s'appelle Nigel Farage, qui est l'archétype de l'anglais middle class, un peu plus que middle class, qui a été dans une école privée, qui a été dans la City après, où il faisait du trading de matières premières, puis qui s'est fait élire au député européen.
Et puis ensuite, là, il a réussi à faire sortir la Grande-Bretagne de l'Europe, quand le Premier ministre de l'époque a fait un référendum pour savoir s'il devait rester ou sortir. C'est-à-dire que par rapport aux Anglais de la City qui sont costume bleu marine, chaussures noires, avec un accent particulier, Farage fait un peu l'effet du concessionnaire de voitures en costume marron. C'est-à-dire il est certes allé dans une école privée, donc il peut rigoler avec les boys, mais on lui fait quand même sentir que... Voilà, alors ce que dit Emmanuel est très important. Vous avez le parti travailliste, où c'est, mettons, les damnés de la terre, là, soi-disant. Enfin, les gens qui travaillent à l'usine, enfin bref. Qui portent des trucs lourds. Vous avez la gentry, les conservateurs, et qui ont tous été à Eton, enfin j'exagère, mais Eton c'est l'école qui a eu le plus de premiers ministres en Angleterre, et la moitié des premiers ministres sortaient d'Eton. Et le parti conservateur, c'était un peu ce qu'on appelle la landed gentry, c'est-à-dire l'aristocratie qui a des terres. Tu vois, c'était le parti conservateur qui contrôlait bien ça, qui représentait, mettons, l'Angleterre éternelle. Tu sais, celle qui était à Zincourt, celle qui était à Waterloo, enfin bref. Et puis, dans ce parti conservateur, et un peu dans le parti travailliste aussi, il y avait une troisième classe qui est ce qu'on appelle en Angleterre les professionals, c'est-à-dire les gars qui sont actuaires, qui sont juristes, qui sont des gars très bien, mais comme me disait une amie anglaise il y a très longtemps, qui sont obligés d'acheter des meubles quand ils se marient, tu vois, c'est des gens très bien, hein, tu vois ce que je veux dire, mais cette espèce de classe, les professionals, bon, ben, lui... C'était, je sais plus qui disait comme ça que sa mère était Marcus Spencer Lady. Voilà. C'est-à-dire, elle s'habillait chez Marcus Spencer et elle, voilà. Et c'est vraiment Marcus Spencer, ça définit une sorte de classe sociale. C'était les clients de... La gentry va aller chez Waitrose. Voilà. Voilà. Ou chez ceux qui étaient à côté de chez nous, pas Waitrose, c'était... chez les manteaux de ta fille, là, oui, mais c'est la même maison. Peter Jones. C'est la même establishment. Voilà. Donc vous avez comme ça des trucs qui sont non dits, mais qui sont parfaitement déguisés en Angleterre. Allez, je veux dire, c'est un peu comme des castes en Inde. Il y a pas de, c'est pour ça que les Anglais n'avaient pas trop de problème avec les castes en Inde, parce qu'ils en avaient chez eux aussi. Alors, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je suis pas là, mais ça me faisait rigoler. D'ailleurs, ce qu'il y a de très drôle en Angleterre, c'est que c'est un des seuls pays encore où il y a véritablement un accent. C'est-à-dire que vous allez vous allez parler l'anglais et ça va vous placer socialement dans les 3 secondes où vous ouvrez la bouche. Ils savent immédiatement dans laquelle des 3 classes vous faites. Encore aujourd'hui. Ah, mais complètement. Et donc, Nigel, il représente, Nigel Farage, il représente donc ces professionals. Bon. Et les professionals sont des gars, ça a été le triomphe des professionals, ça a été Madame Thatcher, qui a pris le pouvoir de la gentry et qui a bouleversé l'Angleterre, etc. Donc les grandes années des professionals, ça a été les années Thatcher. Bon. Puis après ça, la gentry a repris son boulot, on a retrouvé des gars qui avaient fait Eton comme Premier ministre, enfin bref. Et on est allé dans le délicieusement mou. Dans le truc, ce que Madame Thatcher pourquoi doit-on changer? Vous trouvez pas que ça va assez mal comme ça? C'était les wet, elle appelait ça les humides, tu sais, les gars Yes Minister. Yes Minister, bref. Donc ça existe tout à fait. Et donc il réussit à faire sortir l'Angleterre du marché commun, et instinctivement, la quasi-totalité de ces professionals votent conservateur, parce que ils espèrent beaucoup monter en niveau de vie, etc. Donc ils ne sont pas à travailler. J'ai jamais connu, vraiment un commerçant, une personne qui a une fromagerie, une boucherie, qui en tant que petit patron ne vote pas conservateur. Ben voilà, donc c'était leur truc normal. Et puis les conservateurs et ces gens-là sont très attachés à la souveraineté de l'Angleterre, et en particulier au fait que les lois anglaises doivent être faites par le Parlement britannique. Donc le fait que les lois anglaises soient faites à Bruxelles, moi quand il y a eu le référendum, j'ai dit les Anglais vont voter pour sortir, tout le monde m'a dit mais t'es complètement fada. Ben rien du tout, ils sont sortis parce que pour eux,
Le Parlement britannique, c'est la mère de tous les parlements, c'est le premier qui a existé historiquement. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en avait eu un en Islande il y a bien avant, mais enfin ça c'est autre chose. En Islande, il y avait tout de suite 3 moutons et 2 mecs, mais enfin. Donc, ces gars-là représentent ça. Il y a ça, et il y a aussi quelque chose d'inhérent à la structure de l'Angleterre, d'abord qui est profondément insulaire, et aussi ce profond mépris structurel pour... Moi, j'ai encore, quand on était enfant, ma mère nous avait amenés chez le GP, qui est le General Practitioner, qui était le médecin de famille assigné, parce que c'est très cartographié en Angleterre, bon bref, et on avait eu des verrues plantaires. Et on était allé chez donc, ce médecin généraliste qui avait regardé ma mère et qui lui avait dit avec un air de mépris « Ah, you got this on the continent ». Oui, voilà, c'est là où... C'est le continent, sous-entendu l'Afrique commence à caler. Oui, c'est pas faux, ce que c'est ce qu'ils pensent tous. Hein. C'est ce qu'ils pensent tous. Donc l'Afrique commençait à caler et toutes ces saloperies qu'on avait chopées à la piscine locale. Hein, bien sûr. Dans les verrues plantaires, parce qu'on l'avait chopé à la piscine de l'école. Bon bref, ça s'attrapait sur le continent. Tout ce qu'il y avait sur le continent c'était là-bas, quand même douteux. Voilà, c'était quand même douteux. Donc il y a ça. Alors il y a quand même une profonde méfiance. Mais par contre, s'il y a des gens du continent qui veulent venir travailler en Angleterre dans la City, faut pas oublier que toute l'industrie britannique, enfin une grosse partie, Courtauld, etc., qui étaient les grandes femmes, tout ce qui était textile à l'époque, c'était des protestants français qui étaient arrivés, qui s'étaient réfugiés à Londres. Donc une grosse partie du développement britannique, ça a été fait par des Français ou des Hollandais qui venaient bosser là. Mais à ce moment-là, au bout de 4 ou 5 générations, peut-être qu'ils ont les invités pour prendre le thé, peut-être. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui, mais par contre, ils étaient très contents qu'ils travaillent là. Bon. Tout ça, c'est pour vous expliquer un peu là. Et donc, naît cet homme Farage qui les fait sortir. Puis ensuite, Farage, qui avait fait un parti pour sortir, dissout son parti en disant, bon, ben c'est fini. Et puis, les corneaux d'Etoniens, etc., qui prennent le pouvoir avec Boris Johnson, qui a été à Eton d'ailleurs, font bêtise sur bêtise et essayent de manœuvrer pour, en fait, ne pas sortir, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, 10 ans après, ou quasiment, ils ont toujours pas dénoncé la participation à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça veut dire que tout ce qui touche aux droits de l'homme, dont l'immigration, c'est encore sous le contrôle de Bruxelles, ce qui est incompréhensible. Donc, Farage sort de son trou, il était tranquille, il croyait qu'il avait fait son boulot, et revient dans l'élection suivante, et présente des candidats à peu près partout. Oui, parce que rappelons qu'à l'origine, et ça il l'avait fait avec énormément de hauteur de vue, Farage avait estimé qu'il avait fait le job et il avait dit j'ai fait le job, j'ai fait sortir, maintenant je vais m'occuper de ma famille ou je vais m'occuper de ma famille et je vais jouer au golf. Bon. Voilà. Il a acheté une petite maison avec sa femme qui est française, je crois, la nouvelle, parce qu'ils s'étaient séparés entre-temps. Mais la précédente était allemande. Donc, je crois que celle-là est française et il a acheté une maison, j'avais vu un reportage dans le Daily Mail, je crois à Calais, un truc mais... Je te dis, mais enfin, c'est une maison... Enfin, de vacances, je la prends pas à Calais, tu vois. Voilà, mais il est très content. C'est en Afrique. Oui, c'est ça. C'est en Afrique. Donc, je sais pas, j'irai dans le Périgord ou un truc un peu... Oui. D'ailleurs, il y a si tu vas dans le Périgord, puisque tu en parles, il y a un journal local en anglais, dans le Périgord. Bah, ça m'étonne pas, parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Tout ce qui est Périgord noir et tout ça. Donc, bon, alors, lui, il y va pour les avant-dernières élections législatives. Et il négocie avec le Parti conservateur en disant, bon, ben, si on y va à 3, les travaillistes vont gagner. Donc, 15 jours avant l'élection, il retire tous ses candidats dans ce qui est l'épine dorsale de l'Angleterre, qui monte à aller de Londres jusque vers l'Écosse, tu sais, au-delà de les grandes villes, etc. La grande zone industrielle de l'Angleterre. Et du coup, les conservateurs sont élus triomphalement, parce qu'il y a des tas de gens travaillistes qui se reconnaissent tout à fait dans Farage, tu vois, il les gêne pas. Farage, que si vous le voyez en train de prendre une bière dans l'Angleterre profonde, il est parfaitement à l'aise au pub, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le... Et qu'est-ce que font les conservateurs une fois qu'ils ont gagné ? Ils essayent par tous les moyens de se débarrasser de Farage. Et donc, ils trahissent, ils font bêtise sur bêtise. Bah, ils font surtout rien.
Ils font, ils font des tas de bêtises au moment du Covid, ils font tout. Oui, c'est ça, oui. Enfin, ils sont à peu près aussi efficaces que l'a été M. Sarkozy contre contre l'immigration. Ils font rien, contre tout ce qu'ils avaient promis, ils le font pas. Ils le font pas, voilà. Mais par contre, ils essayent de savonner la planche à Farage. Ce qui fait que dans les dernières élections, Farage a présenté des candidats partout et les a pas retirés. Ce qui fait que d'un seul coup, on s'est retrouvé avec les travaillistes qui ont une majorité de 410 voix, je crois, qui était jamais vu, mais avec beaucoup moins de voix. C'était la fois où ils avaient eu le moins de voix dans l'histoire de l'Angleterre. Oui. Donc tu vois, c'est exactement un gouvernement légal, mais qui n'est pas légitime. Parce qu'ils représentent rien, ils représentent 20% de la population qui a encore voté pour eux, c'est rien. Et les travaillistes élisent un homme qui s'appelle M. Eric Starmer, qui est probablement un des hommes les plus crétins que j'ai jamais rencontré dans ma vie, Dieu sait qu'il y en a eu, et qui se met à faire bêtise sur bêtise. As he should. Parce que ça aurait été vraiment incroyable qu'il fasse pas d'idiotie sur idiotie, étant donné que c'est une savonnette à proprement parler. Donc... Mais, par exemple, il augmente massivement les impôts, donc l'économie se viande. Incroyable, qui l'eût cru. Alors, on pourrait en parler, il faudrait que M. Lombard aille l'interviewer pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Il augmente les impôts, l'économie se viande. Et pourquoi il augmente les impôts? Pour augmenter les salaires des fonctionnaires. Évidemment, monsieur. C'est eux qui ont voté pour lui. Oui, mais ça veut dire, si tu veux, que le reste... Et il supprime l'aide au chauffage des plus démunis. Ce qui pendant une grande crise de l'énergie... C'est pas une bonne idée. Donc, ce que j'ai dit en rigolant, au moins en France, nous, les plus démunis, on les euthanasie, mais on les laisse pas mourir de froid, quoi. Nous, on sait vivre, monsieur. On sait vivre, monsieur. On n'est pas des... Bref. Et ensuite, on se rend compte que derrière Starmer, c'était un peu un gars qui avait été le premier président de la Cour de cassation, quelque chose de l'autre, à peu près. Et c'est lui qui était en charge de déclencher les enquêtes collectives. Et en Angleterre, depuis 2000, il y a toute une série de rapports qui ont été faits par le Sunday Times, etc., sur le fait que dans les villes musulmanes, il y avait une majorité de Pakistanais, il y avait des vrais groupes qui s'étaient organisés pour mettre sous prostitution les petites filles de 14, 15 ans, 16 ans du coin. Je pense qu'à ce stade, alors, moi, en lectrice du Daily Mail, c'était quelque chose que j'ai suivi il y a 10 ans, 12 ans. Ça a commencé en 2003. Voilà. Et on en parlait beaucoup, et c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça s'est étiré, et c'est ressorti comme un scandale l'hiver dernier. Pourquoi? Parce que Starmer a toujours refusé de déclencher... Que ça soit instruit. Des instructions, c'est-à-dire que... Il a étouffé. Et pourquoi? Parce que tous les députés d'origine pakistanaise étaient travaillistes. C'était le Mélenchon local, si j'ose dire. Donc à ce moment-là, on faisait jamais une enquête sur ces gars-là. Et comme c'est un bonhomme de gauche, etc., il vient par exemple aussi de faire passer des lois pour durcir les discours de haine sur le net, bien sûr. Sur le net, et donc vous pouvez avoir des gens qui ont dit que finalement ils aimaient pas l'islam et qui se retrouvent pour 3 ans en tôle en Grande-Bretagne, alors que quand même c'est le pays de la liberté de penser. Alors ils n'ont pas ce qu'ont les États-Unis, le premier amendement, c'est-à-dire que le Congrès ne fera pas de loi pour empêcher la liberté de parole, mais il était dans la Constitution non écrite qu'on avait le droit de dire des grosses conneries, mais que c'est pas pour ça qu'on allait en tôle. Maintenant on va en tôle. Et il a en plus fait passer un truc dans la loi qui est tout à fait extraordinaire, qui dit que comme ces populations pakistanaises, etc., comprennent pas bien la loi britannique, il faut leur appliquer les peines avec beaucoup de retenue, mais par contre, pour le mâle blanc, lui qui comprend bien comment ça fonctionne, il faut lui mettre le maximum. Tu vois, donc il a fait passer, il en a 2 droits. Il a fait passer un truc pour, littéralement, que les Anglais normaux, les Anglais de chez eux, soient traités plus durement par la justice que par et l'immigration continue à monter. Il y a à peu près 2000 personnes qui arrivent par jour, ce qui est phénoménal, avec des bateaux, des radeaux, sur la côte là-bas. Et du coup, tous les services sociaux explosent. Évidemment. Il n'y a pas de logement, il y a le housing, ça se pète la gueule. Enfin, tout se pète la gueule, l'éducation, tout ça. Et il y a, je crois, 150 villes en Angleterre, ou villages, où il n'y a plus un seul enfant d'origine anglaise à l'école. D'origine anglaise, enfin oui. Donc, il y a toute une série de l'Angleterre qui se sent complètement... asteignée.
étouffés. Exclus de chez eux, tu vois ce que je veux dire, ils comprennent plus ce qui leur arrive, quoi. Et du coup, il y a eu des élections locales récemment, que Starmer a essayé d'ailleurs d'empêcher, etc. Mais en fait, il n'est pas vraiment arrivé. Il y a eu des élections locales, et le parti Réforme, le parti de Farage, a ratatiner et les conservateurs et les travaillistes, et il est quand même en train de faire une percée énorme en Écosse. Parce qu'il faut savoir que l'Écosse était gérée par les indépendantistes écossais, le SNP, là. Donc, on se rend compte que Farage est en train de faire exploser le parti conservateur traditionnel. Le bipartisme qui existait avant. Et que dans les prochaines élections, si ça continue comme ça, le deuxième parti, là, ça sera Réforme et plus les conservateurs. C'est-à-dire que... il faut dire que les conservateurs, et aujourd'hui les conservateurs, il n'y a plus vraiment de figure de leader non plus. Mais ils sont nuls. Il y a eu un clown comme Johnson. On y croyait au début, puis alors la gestion du Covid, mais je ne pense pas qu'il reviendra sur le devant de la scène. Non, mais surtout on s'est rendu compte que Johnson, c'est un homme très influençable. Il est tombé sous l'influence d'une femme tout à fait, je ne doute pas, honorable et sympathique. Mais enfin, qui lui a fait 4 enfants. Qui lui a fait 4 enfants très vite, mais c'était sa 4e ou 5e femme, je ne sais plus combien. Et surtout, cette femme est complètement écolo. Oui. Alors, le but de conservateur, c'était qu'il ne bouffe plus d'énergie. Donc, il mangeait des petites graines, des galions de flotte. Lui, il ne mange pas que des petites graines, parce qu'il est plutôt grassouillé. Mais, donc, les conservateurs sont tombés dans le piège de l'écologie mondialiste, etc. Donc... peut-être pour le grand... Mais c'est tout. On en est même en France. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est toujours le piège des élites de nos jours de tomber de vouloir le bien des petits. Voilà, je vois ça chez mes anciennes belles-sœurs, ainsi de suite. Enfin, dans tout ce discours de bienséance, c'est formidable, les bébés phoques et tout bon. Et voilà, et pas faire de peine, pas voir ce qui pourrait faire de la peine. Par exemple, qu'il y a des discours qui ne devraient pas être faits parce que ils vous heurtent. Mais moi, si j'ose dire, le discours, le débat, etc., c'est fait pour heurter l'autre. Vous pouvez pas passer votre vie sans jamais recevoir des grandes claques dans la gueule, quoi. C'est même pas... Mais c'est toujours la discussion qu'on avait sur la liberté d'expression. Par définition, la liberté d'expression n'est pas là pour parler de la météo. Par définition, la liberté d'expression, en tant que liberté, doit être appliquée sur des sujets qui eux-mêmes sont des sujets violents, bien évidemment. Personne ne va... Et le fait d'en discuter en atténue la violence. Mais si on me dit, vous n'avez pas le droit de dire ça, à ce moment-là, je deviens fou furieux. Donc il y a eu une... Et alors, ce qui se passe en ce moment, c'est donc Starmer est dans une position extraordinairement fragilisée parce que il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est qu'il a menti au roi et qu'il a menti au Parlement. Je m'explique. Dans son désir de faire rentrer la Grande-Bretagne en Europe, il a pensé qu'il fallait passer par l'administratif, tu sais, c'est-à-dire que tu allais passer des accords soi-disant administratifs avec l'Europe, qui en fait redonnaient le contrôle de la Grande-Bretagne à l'Europe, mais redonnaient le contrôle aux petits hommes gris de la Grande-Bretagne, mais ça se passait entre petits hommes gris, on n'en parlait pas, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, je crois, 1 ou 2 députés qui ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui ont porté ça devant la Cour suprême d'Angleterre, où il y a 11 membres, et les 11 membres ont voté 11 sur 11, qui étaient tous probablement favorables à l'Europe, qui avaient tous voté pour rester en Europe, etc. Mais c'était une question de souveraineté et de droit. Là, ils ont dit 11 sur 11, on dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous mentez. Et donc Starmer a menti au roi, puisqu'il ne l'avait pas prévenu, et il a menti au Parlement, puisqu'il n'avait pas prévenu ni son parti, ni le Parlement, qu'il était en train de faire ça. Or, quand tu mens en Angleterre au souverain, qui est représenté à la fois par le roi et le Parlement, tu vas en tôle. C'est un crime. Alors, je voudrais que tu prennes le temps d'expliquer, parce que très souvent, les gens ont une vision de la royauté qui est plus celle d'autrefois que celle de la monarchie constitutionnelle. Et donc, très souvent, dans les commentaires, dès qu'on parle du roi, les gens disent « mais le roi aurait dû faire ci ». Il faut voir que le rôle du roi aujourd'hui en Angleterre, dans la monarchie constitutionnelle qui est la leur, est quand même très limité. Il ne peut pas intervenir dans les affaires courantes
de l'État. Il a un rôle, mais il ne peut pas même véritablement s'exprimer sur les affaires. Il représente l'Angleterre éternelle, mais pas la gestion au cours le jour. Voilà, donc il peut intervenir sur des questions, par exemple, très larges de constitutionnalité, encore si la question est posée. Là, par exemple, c'est le roi qui dissout le Parlement, mais il dissout le Parlement sur proposition du Premier ministre. Et il ne peut pas, par exemple, sur cette histoire des gangs de violeurs, intervenir il peut rien faire. Du tout. Donc, quand vous me dites, mais pourquoi le roi n'est pas intervenu? Parce qu'il ne peut pas. Il peut pas. Légalement, il n'a aucun pouvoir de faire ça. Alors, le roi peut intervenir, par exemple, si les Allemands avaient envahi l'Angleterre, le roi anglais serait probablement parti dans l'île de Vancouver, tu sais, là-bas au large du Canada, etc. C'est tout préparé. Et à ce moment-là, il reprend toutes ses prérogatives. Le Parlement que les Allemands auraient mis n'aurait plus eu de valeur constitutionnelle. C'était le roi qui prenait les décisions, comme toujours. Bon. Donc, aujourd'hui, Starmer a menti. Quand il ment au Parlement britannique, moi j'ai un de mes amis qui était l'un des espoirs du Parti conservateur, un grand copain des Malsand, qui a menti au Parlement sur le fait qu'il s'était fait payer une chambre au Ritz ou je sais plus quoi. Avec sa PP. Avec sa PP, il en avait beaucoup. Ce qui arrive à tout le monde, franchement. Voilà, il s'était fait acheter par le propriétaire du Ritz. Eh ben, il a fait 3 ans de tôle. Ouais. Et il est plus... C'était fini après. Donc, le fait de mentir au Parlement... Donc, Starmer vient de mentir au Parlement, mais en tant que Premier ministre, qui ça aurait été un ministre, il aurait déjà été débarqué. Donc là... Ils doivent être embêtés quand même, ils doivent être embêtés. Et il est très embêté. Mais c'est une hypothèse tout à fait extrême, mais le roi peut se dire, dans cette situation politique, les travaillistes ne représentent pas du tout la majorité de l'Angleterre. Ils ont eu que 20% des voix et ils gouvernent un petit peu de façon... bastingage, ouais. Non, mais comme s'ils en avaient qu'à 60%, tu vois. Donc, est-ce que je peux prendre la décision, moi, de dissoudre ? En tout cas, je peux prendre la décision de faire savoir au Parti travailliste que je ne veux plus travailler avec M. Starmer. Ça, il peut le faire. Oui, ça, il peut le faire. Donc, mais ça, il va peut-être le faire dans les semaines qui viennent. Donc, on verra. Mais je veux dire, la situation institutionnelle en Grande-Bretagne fait qu'aujourd'hui, le système politique ne correspond plus du tout à la réalité du pays. Mais plus du tout. Et ça, c'est jamais une bonne chose quand on... Surtout quand t'es le roi. Ouais. Parce que ça veut dire que le Premier ministre qui est censé représenter... La nation. La période actuelle, la nation, ben, il ne représente rien du tout. Donc, alors si en plus c'est une planche pourrie, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors en plus, il commence à avoir des tas d'affaires, qu'il a gagné de l'argent par-ci, il a gagné de l'argent par-là. Plus etc. les affaires de mœurs. Plus les affaires de mœurs, on se rend bien compte que c'est pas... En plus, il est détesté unanimement en Angleterre. Si j'étais le MI6, je ferais péter une belle grosse affaire de mœurs, histoire que ça soit véritablement rendu inéluctable. Oui, les histoires de mœurs en Angleterre, mais... oui, mais tu vois, un truc vraiment... Mais je crois qu'il a quelques affaires aussi où on se rend compte qu'il a touché 300 000 euros, 300 000 sterling par-ci, etc., etc. Donc, il risque de sortir. Donc, mais il y a 2 possibilités à ce point-là. C'est qu'il faut que Starmer s'en aille. Bon, ça paraît. Mais est-ce que ça entraîne pas automatiquement des élections? Si les travaillistes arrivent avec un nouveau Premier ministre, ils peuvent essayer de continuer comme ça mais en même temps, ils auront aucune... Sauf si une affaire touche aussi le Parti Travail, si on voit que, par exemple, il a ramené de l'argent. Dans un monde idéal, il faudrait presque qu'il y ait une affaire qui touche le financement du parti politique. Oui, le principal financier des partis politiques, qui est un Pakistanais, d'origine, mais un bon anglais, hein. Je suis pas sûr qu'il soit pakistanais, mais en tout cas, et il a offert, par exemple, Starmer a vécu dans les appartements de ce gars-là pendant des années, en étant, et il a reçu beaucoup de costumes, comme Monsieur Fillon, tu vois. Un peu comme Chirac aussi, qui avait un appartement de ville qui était payé par Hariri, qui était le... Donc, il y a de quoi faire saucer de Starmer, mais il n'y a peut-être pas de quoi déclencher de nouvelles élections. Mais s'il y avait des nouvelles élections, à ce moment-là, la carte de l'Europe et la carte du monde changeraient, parce que il y aurait plus les conservateurs bien élevés. Tu trouverais sur des comptables,
des gens qui travaillent vraiment, tu vois, qui n'ont pas juste leur... c'est plus l'Angleterre de ceux qui étaient à Zincourt, quoi. C'est l'Angleterre de ceux qui étaient, qui ont fait la fortune de l'Angleterre au 19e, quoi. Voilà, donc, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que on a un peu le même scénario en France, un peu le scénario en Allemagne. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont vraiment plus aucune légitimité, quoi. C'est ça, c'est plus du tout. Ils gouvernent, mais entourés du mépris de leurs concitoyens. C'est pas sain. Mais c'est ces trois gars-là qui veulent nous déclencher une guerre avec l'Ukraine. Oui, bien sûr. Bah, c'est toujours pareil. Pour essayer de regagner légitimité en se montant sur le front, quoi. Visitant les tranchées comme ils se prennent pour Clémenceau. Donc voilà, c'est un signe de plus de l'écroulement du monde de ce que j'appelle les hommes des arbres, tu sais, les mondialistes. C'est-à-dire que tu te rends compte que les mondialistes, finalement, c'est des gros corrompus, quoi. C'est des gros corrompus, c'est des ordures, et tout ce qu'ils voulaient, c'était pas payer d'impôts, parce qu'on trouve aussi qu'un Starmer, il a fait des tas de trucs pour pas payer d'impôts, donc... Bien évidemment. Ben évidemment. Donc, voilà. Alors, si M. Starmer, s'il y avait une nouvelle élection, si Farage arrivait, mais je crois que j'achèterais la bourse britannique. Voilà, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Mais à ce moment-là, ça veut dire, et peut-être j'achèterais même l'Europe, parce que ça veut dire que cette espèce d'immense complot qu'on avait pour détruire les nations européennes, il est en train de sauter. Il est en train de s'écrouler. En tous les cas, l'important à retenir aussi, et j'espère que vous aurez compris de tous ces graphiques, c'est que quelquefois les gens se servent de la situation actuelle de la Grande-Bretagne pour dire « Regardez, le Brexit, ça ne fonctionne pas ». Alors, pourquoi ? Il n'a pas eu lieu. Ils l'ont voté, et à cause de l'insuffisance morale des uns et des autres, il n'a pas été mis en place. Donc on a eu... La trahison du Parti conservateur. La trahison du Parti conservateur et évidemment la nonchalance du Parti travailliste. Donc ne me dites pas, comme je peux le voir dans les posts de certains, que le Brexit ne fonctionne pas. Il n'a pas été effectué, ce Brexit. Donc voilà. Il a été voté, mais il n'a pas été mis en place. Donc voilà. On a empêché, par exemple, l'immigration. Ils ont pris aucune mesure pour ça. Donc non seulement ça, mais ils pouvaient pas en prendre puisque c'était. Ils étaient toujours dans la CEDH. Ils étaient toujours dans la CEDH. Donc et ils le sont toujours. Donc voilà, tout ça c'est extrêmement intéressant, mais ça veut dire que l'Angleterre. Vous savez, c'est ce que disait Churchill, entre le grand large et l'Europe, je choisirais toujours le grand large. Eh bien, la classe conservatrice, après Churchill, a choisi l'Europe. Hein. Je crois que le moment pour l'Angleterre de rechoisir le grand large arrive. Ouais. Et ça me donne envie de retourner à Londres, tiens. Voilà, bon, on a fait un petit tour sur la Grande-Bretagne. Je pense que c'était important parce que ça faisait un moment. On l'avait fait une première fois il y a 18 mois. Mais là, il s'est passé ces nouvelles élections, l'arrivée des travaillistes qui ont 410 sièges alors qu'ils devraient en avoir 30. Et cette espèce de continuelle trahison. Parce que ce qu'il y a de curieux, c'est que les travaillistes et les anciens aristos, ils travaillent ensemble depuis longtemps, donc ils s'entendent très bien. Tu vois, c'était aussi une espèce d'alliance pour garder le pouvoir entre nous, chers amis. Quoi, tu vois. Bien sûr. Un coup c'est vous, un coup c'est moi, mais on va pas faire. Sûr. C'est un peu comme comment on appelait ça, l'UMPF L'UMPS. L'UMPS, oui, c'était un peu... Bon, voilà, c'est ça. Donc l'UMPS avait pris le pouvoir un peu partout en Europe. Mais nous aussi, ça a changé, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les LFI, personne ne peut travailler avec eux. Tu peux pas travailler avec des Mathilde Panot ou des Manon Aubry ou des Louis Boyard. Donc avant, il est certain qu'un monsieur Cazeneuve pouvait travailler... avec Bayrou. Oui, voilà, c'était des espèces C'était des gros mélanges de fromage blanc, quoi. Voilà, c'était tout le monde finissait dans de joyeux buffets comme ceux d'Astérix, tu sais, où tout le monde... À la fin, le truc, il se tape 3 ou 4 sangliers. Voilà, 3 ou 4 sangliers au coucher de soleil. Mais de moins en moins, parce qu'on commence à avoir des écarts types... mais tu peux pas être mondialiste et souverainiste.
Ça, là, tu peux tout ce que tu veux, mais c'est... Donc là, on a des écarts types, et puis alors maintenant, on a ces nouveaux schémas qui sont arrivés, la Palestine, les conflits importés, alors là c'est la porte ouverte à tout, quoi. Et comme je le dis toujours, si vous voulez régler un problème, il faut le traiter selon les racines grecques. Vous avez le logos, le pathos et l'éthos. Donc commençons par le logos, le truc logique, ensuite on voit ce qui est bien, et enfin on parle du pathos des pauvres gens à qui il arrive des malheurs. Mais si on commence par les pauvres gens à qui il arrive des malheurs, on peut jamais rien traiter, quoi. Bah oui, parce que c'est pas en s'arrachant les cheveux et en partant sur des bateaux Absolument. À faire son intéressante qu'on arrive à quelque part. On n'arrive jamais nulle part, si ce n'est à faire parler de temps dans les journaux, ce qui est essentiel. Mais ce qui est quand même le but essentiel de absolument toute la classe politique, l'important étant quand même, rappelons-le, d'être connu de sa gardienne et de passer le plus souvent possible à la télévision en racontant des lieux communs et en expliquant qu'on a été formidable ensuite. Contre la guerre. Et oui. Et que c'est, bon, ça peut être différents messages, mais voilà, je comprends pas. Bon, alors si, c'est pour entretenir un certain militantisme, mais je trouve que le discours politique s'est amoindri de part en part. Et on est revenu aussi à fond la caisse vers ce Bravoni Girard nous essayait de nous protéger, c'est-à-dire la recherche éperdue des boucs émissaires. C'est-à-dire que si le monde serait très bien s'il n'y avait pas... Vous nommez votre bouc émissaire de... En parlant de ça, il y avait un congrès de différents personnes de droite ce week-end, et Marine Le Pen, à son discours, disait que le problème de cette Europe était donc le libéralisme de cette Europe et le wokisme de cette Europe. Et si tu veux, il faut quand même, au bout d'un moment, je ne vois même pas comment on peut réconcilier dans la même phrase libéralisme et wokisme. Parce qu'eux, ils le réconcilient d'une façon assez simple, c'est que le wokisme, c'est quand tu permets à tout le monde d'exprimer ses opinions, etc. Donc ce qu'il faut, c'est le libéralisme, c'est le libéralisme sociétal, mais qui n'a rien à voir avec le libéralisme fondamental de Locke. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi sous prétexte que tu es dans un pays libéral. Non, tu n'as pas le droit. Et j'aimerais bien aussi, au bout d'un moment, que quelqu'un au RN arrête systématiquement d'opposer libéralisme et nation, alors que, Europe et nation, alors qu'on a tous discuté amplement des racines de l'Europe qui étaient celles de Schuman d'un côté, de Gasperi, de Pie XII, voilà, et de l'autre côté, celle de Jean Monnet. On a choisi celle de Jean Monnet qui a été la fin de la subsidiarité, mais ça ne veut pas dire qu'une autre Europe ne serait pas possible. Et surtout, ça veut dire aussi que libéralisme et nation sont tout à fait réconciliables, et je voudrais qu'on arrête de les opposer systématiquement. C'est vraiment énervant. Irritant. Voilà. Énervant. Et surtout, ça me donne l'impression que personne qui ne comprenne rien à ce dont il parle. Et... C'est très agaçant, oui, c'est parce que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça montre surtout... ce que j'essayais de montrer moi, c'est que le libéralisme, c'était simplement la traduction au niveau individuel des évangiles, et que donc si tu es contre le libéralisme, t'es antichrétien, quoi, c'est tout. Mais il y a peut-être... Il y a beaucoup d'antichristianisme. Voilà, ce qui est un fond aussi de certains francs-maçons. On les voit partout, cela. Allez. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce sujet pour la Grande-Bretagne. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous tiendra au courant au fur et à mesure que ça se passe, mais pour l'instant, voilà, on voulait vous dire qu'il risquait de se passer quelque chose. Il ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais il risque de se passer quelque chose. Oui, c'est toujours pareil. On peut alerter sur les conditions d'une avalanche. On ne peut pas vous dire quand est-ce qu'elle va arriver. Voilà. Et on vous retrouve la semaine prochaine, de bonne heure, de bonne humeur. À très bientôt. Merci. À bientôt.